Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Bonjour Thomas, bienvenue sur le podcast. Bonjour Étienne. Alors commençons par une introduction sur quel est ton parcours et un peu une présentation de la ferme. Alors mon parcours, commencé ma formation, j'ai fait ma formation dans le milieu équestre en fait, avec une orientation agricole, mais c'était surtout option équestre. Tout ce qui était élevage, travail des chevaux, jeunes chevaux, débourrage et ainsi de suite. Et après, j'ai quitté cette formation. Une fois que j'avais mes diplômes, j'ai bossé 8 ans dans le milieu, dans le social, avec des personnes handicapées dans un centre d'aide par le travail. Et j'ai quitté le social et je me suis installé comme paysan boulanger et éleveur de brebis en 2008. Et donc à quoi elle ressemble cette ferme aujourd'hui, ou peut-être même son évolution à travers les années? Alors nous, on est sur une ferme des bords de Loire. On est en bord de Loire, on est entre Nantes et Angers. On est en zone inondable. C'était une ferme qui a cessé son activité dans les années 86. Et nous, on est installé depuis 2008 sur cette exploitation. Et donc avec ta compagne, alors c'est ça? Ouais, avec Julia, ma compagne. Ouais. Et donc tu disais paysan boulanger, donc décris-nous un petit peu les produits et le fonctionnement de la ferme. Alors nous, en fait, on est en agriculture biologique, on est tout en vente directe. On est autonome sur nos productions, donc c'est-à-dire que sur la partie, on va l'appeler la partie boulange, en fait, on produit nos céréales. On a notre moulin, donc on fait notre mouture, donc la farine, et on a un four à pain qu'on a rénové, et donc on boulange et 2 fois par semaine, et on commercialise tout en vente directe. Donc par le biais d'une AMAP le jeudi, et le vendredi, c'est sur un marché qu'on a créé avec plusieurs producteurs. Oui, donc pour un peu mieux comprendre votre contexte, quelle est la superficie de la ferme, les différents assolements, à quoi ça ressemble vraiment au niveau pédoclimatique et en termes de superficie? Alors la ferme, faut l'imaginer, en fait, nous on est vraiment en bordure de Loire, on est donc comme je disais, en zone inondable, on est installé sur 40 hectares. Sur ces 40 hectares, il y en a 10 de cultivables. Sur ces 10 de cultivables, il y en a 6 qui sont non inondables. Sinon le reste, tout est en prairie permanente. Mais avec un existant de haies. Avec un existant de haies pour la périphérie, parce que on a subi le remembrement, donc il y a eu pas mal de haies qui ont été arrachées aussi à cette période-là. Donc on est plus en mode de replantation aussi, mais on est quand même dans un secteur qui est énormément boisé, quoi. Et donc, alors la production des céréales, après, comment ça se passe un petit peu pour la fabrication de la farine? Tu as aussi l'atelier pour confectionner le pain sur la ferme, tout est fait localement? Oui, tout. Nous, on est complètement autonome, donc on a vraiment on a nos trieurs. Donc une fois que la récolte est faite, on trie nos céréales, et on fait la mouture donc pour passer en farine. Et après derrière, moi, donc je fais de la farine une fois par semaine, et je boulange une fois par semaine, quoi. 2 fois par semaine. Donc vous avez aussi des animaux, tu m'as dit? Donc on a aussi un élevage de brebis solognottes. On a une 50aine de mères. Et donc on vend après en caissette nos agneaux, quoi. Et pour commencer, je pense que là, on a une bonne idée un petit peu d'à quoi ressemble la ferme en termes de production et puis de paysage. Mais j'avais aussi envie de comprendre, comment est-ce que, toi, tu gères ta ferme? C'est-à-dire quels sont les principes qui t'animent, et qui te motivent dans la manière dont tu abordes la gestion, et comment ça a un peu, guidé, la ferme depuis ton installation depuis 2008? Alors elle a toujours été guidée par rapport à la protection de notre milieu.
On a la chance d'être en zone Natura 2000 avec une réserve biotope sur les grèves, donc les bords de Loire en fait. La gestion, elle est essentiellement, nos brebis, elles sont essentiellement en pâturage toute l'année, donc nourries qu'à l'herbe et au foin. Et bien sûr aux branches de frêne, parce que sur la partie, on essaye d'être autonome le plus possible, donc le frêne a vraiment sa place, toute sa place dans l'exploitation, dans le sens où il permet de chauffer notre foyer, chauffer aussi le four à pain, donc on fait des fagots, et surtout aussi de servir d'alimentation aux animaux l'été, parce qu'on est sur les 40 hectares, on a aussi 8 hectares sur une île de Loire, là juste en face la maison, et c'est une île qui a eu qui s'est refermée en fait, donc elle est très riche en boisement, et ce qui me permet d'amener les animaux aux saisons estivales quand il fait bien chaud. Ça leur permet d'avoir énormément d'ombrage et surtout d'avoir une alimentation plutôt ciblée sur le ligneux, quoi, sur le feuillage. Et donc là, c'est essentiellement du frêne qui a repoussé de manière spontanée, comme plante pionnière, quoi. Ouais, alors il y a aussi pas mal de frênes têtards. On a aussi de l'aubépine, du roncier, mais en ligneux en tant que tel, ouais, en fait, il y a beaucoup de frênes qui ont repoussé naturellement. Ouais. Avant de rentrer un peu plus en détail sur la partie des ligneux, je voulais un peu mieux comprendre, enfin, quel type de problématiques vous avez aujourd'hui sur la ferme. Est-ce que globalement, ça roule et tout va bien? Est-ce que vous avez quand même, voilà, que ce soit sur la partie fourrage ou sur la partie superficie liée aux cultures, enfin, c'est quoi un petit peu les choses que tu dois gérer aujourd'hui sur la ferme? Les problématiques, forcément qu'il y en a. Les difficultés qu'on avait, c'était en termes de rotation de culture, parce qu'on n'a pas beaucoup de terres cultivables. Nous, il nous faut l'équivalent de 3 hectares, entre 3 et 4 hectares, on va dire 3 hectares de céréales chaque année, suivant les rendements. Et du coup, pour les rotations, on arrive vite à un blocage. Donc, on a la chance d'avoir d'autres personnes qui se sont installées pas très loin de la maison, où on arrive à réfléchir qui sont en bio aussi naturellement, et on arrive à réfléchir sur des rotations en commun. Donc, ce qui nous permet d'avoir des rotations plus longues et de bénéficier de plus de surface cultivable, quoi. Et l'autre problématique, elle est sur la Loire en tant que telle, dans le sens où le seuil de la Loire est sans arrêt en train de baisser. Donc, ce qui change drastiquement en fait le pâturage. Donc, on a de moins en moins d'eau en réserve en dessous. Donc, on a des pâturages qui deviennent de plus en plus secs, qui normalement avaient l'habitude d'être inondés, et les inondations se font de plus en plus rares. Donc, on a un changement en fait des prairies qui se fait ressentir relativement vite. Et donc, du coup, on a bien compris que l'arbre, tu t'en sers, le frêne, tu t'en sers pour fourrager les brebis. Ça te fait aussi du bois de chauffage pour la maison. Ça te sert aussi pour le bois. Donc, en fait, c'est vraiment quand même un atout assez important sur la ferme. Ah oui, nous, il est plus que nécessaire sur la ferme, dans le sens où il a tout son rôle à jouer, notamment par rapport ne serait-ce qu'à la protection des animaux pour les intempéries, parce que nous, elles passent leur majeure partie de leur temps dehors. Il a un rôle forcément aussi important au niveau biodive, parce que c'est aussi des nichoirs naturels à toutes sortes d'espèces d'oiseaux et puis et insectes. Et il a son rôle au sein de l'élevage, dans le sens où à partir de la mi-août, on commence à couper des branches pour affourager les animaux, quoi. Je te propose de commencer par regarder un petit peu la trogne. Donc, tu as parlé du fait que vous aviez des trognes existantes, et peut-être qu'il y en a aussi des nouvelles que tu as créées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, quel est le cycle de récolte, sur quelles essences est-ce que tu pratiques la trogne, et nous donner une idée un petit peu de la trogne dans sa globalité? Alors nous, on a la chance d'avoir hérité dans le paysage de trognes qui ont déjà un certain âge. Mais la difficulté, elle était aussi de les remettre en état, dans le sens où on a des trognes, par ici, ça se faisait plutôt tous les 9-10 ans, quoi. En fait, ça correspondait à un fermage. Et là, on a eu des arbres qui n'ont pas été exploités pendant une trentaine d'années, quoi, au moins. Donc là, on est plus en mode de remettre les trognes, d'essayer de gérer en fait les trognes et de les utiliser L'idéal est vraiment de retourner sur une utilisation à 9-10 ans, quoi.
Et une trogne, qui a pas été exploitée depuis longtemps, enfin, comment est-ce que ça se reprend? Est-ce que c'est un problème du coup? Ou est-ce que ça assez facilement tu arrives à la remettre, en état? Non, c'est pas forcément évident dans le sens où la décision, elle est jamais simple sur le fait soit de laisser l'arbre vivre sa vie, donc c'est-à-dire, bah, tant mieux, il continue à vivre, on n'exploite pas. Le seul risque de ça, enfin on le sait, mais ça fait partie de la vie du frêne, hein, c'est que il va finir par s'éventrer, quoi. Donc avec une masse de branches et de poids assez important, il finit par s'ouvrir. Donc l'idée, elle est d'essayer de pouvoir l'exploiter ou non, quoi, hein. Enfin, la question elle est toujours là, quoi. On se met toujours au pied de l'arbre et on se pose la question de savoir s'il est plus judicieux de le faire ou pas, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près combien de trognes, sur votre ferme? En termes de quantité, je peux pas, c'est difficile à quantifier. Mais un ordre d'idée, je veux dire, des dizaines, des centaines, Ah, des centaines. Ah, des centaines. Mmh. Ah oui, on est sur des centaines de têtards, ouais. Et donc, vous avez aussi ressenti le besoin de créer des nouvelles trognes? Parce que tout à l'heure, tu parlais de replantation. Est-ce qu'il y a des endroits ou peut-être des jeunes arbres en régénération naturelle où tu te dis: «Je vais créer de la trogne» ou finalement de gérer l'existence, c'est suffisant aujourd'hui? Non, il faut en créer parce que, le frêne est très concurrent de lui-même, donc on le voit bien aussi, il y a un moment, il y a un vieillissement de la trogne et il est important de pouvoir en recréer, quoi. Et puis je suis sur un autre mode aussi de création de têtards, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais j'essaye de laisser en fait d'aller couper des branches, garder en fait toujours le fût. On peut l'imaginer comme une échelle en fait. Je coupe les branches à environ un bon mètre, 1,50 m du tronc, ce qui me permet d'avoir une échelle naturelle pour pouvoir grimper. Et en fait, il y a une prolificité qui se crée de feuilles aux extrémités des branches, et ce qui me permet plus simple d'aller grimper dedans et d'avoir un autre mode de trogne mis en place, quoi. D'accord. Donc là, on n'est plus sur l'image qu'on a, habituelle de un tronc avec une espèce de boule au bout et tout qui part du même endroit. C'est-à-dire, en fait, ça tu as plusieurs points de départ pour les nouvelles branches. Voilà. D'accord. Et en termes de comment tu les gères, donc on a compris qu'il y a un moment dans l'année, plutôt l'été, où tu vas venir tailler pour donner à manger aux brebis. Est-ce que c'est toujours le moment où se fait la taille? Est-ce qu'il y a aussi une taille hivernale, parfois? Non, alors j'ai une différence entre la taille pour l'affouragement et une taille qui va me servir pour le bois de chauffage. Le bois de chauffage, en général, je le fais plus tard. C'est plus septembre-octobre. Et là, par contre, c'est plus orienté fagot et bois de chauffage, quoi. D'accord. Et ça, ce qui va différencier, comment tu utilises les trognes, c'est comment elles sont positionnées? Donc c'est-à-dire, tu as des parcelles où tu parlais de l'île tout à l'heure, ça va plutôt être pour l'affouragement et les autres plutôt pour le fagot. Enfin, comment tu gères ces différentes utilisations sur la trogne? Ouais, on peut l'imaginer comme ça. Et il y a le côté aussi où on se rend compte qu'un frêne, plus on le stimule avec des coupes qui sont plus régulières, il fabrique forcément plus de feuilles. Et c'est ça que je me sers un peu plus pour l'affouragement des animaux. D'accord. Et pour la partie bois, tu vises quoi comme, type de diamètre de branche? Et ben là, en fait, c'est plutôt la remise en état des frênes. Donc c'était les frênes que je parlais tout à l'heure, où là, je vais aller plus taper sur des arbres qui ont une vingtaine d'années, quoi. Pour les remettre en état, quoi. Et les cycles pour l'affouragement, on est autour de 9 ans quand même? Ou c'est plus fréquent pour justement avoir ces croissances un peu plus vigoureuses et des plus grosses feuilles? Non, l'idée, elle serait, alors ça va dépendre du type d'arbre, enfin là, c'est vraiment expérimental encore, donc je dirais pour le frêne qui n'est pas tétard, celui que j'expliquais et qui ressemblait plus à une échelle, celui-là, je vais essayer de le rapprocher plus, on va dire tous les 4-5 ans, quoi. Et donc on a beaucoup parlé du frêne, mais il y a d'autres essences qui sont, en trogne, sur la ferme? Très peu, on a quelques ormes lisses, mais c'est vraiment anecdotique. Sinon, en fait, nous ici, on a dans le coin où on est, on a essentiellement du frêne, et après, bien sûr, il va y avoir d'autres essences, mais qui sont pas utilisées en tétard, quoi. Et donc, voilà, après au niveau logistique, c'est des endroits où, bon, tu viens, tu interviens avec une tronçonneuse,
Enfin, comment ça se passe un petit peu, le processus de récolte du bois? Récolte du bois, ouais, je suis vraiment sur type élagage, quoi. Donc je grimpe dans l'arbre et je fais tomber les frênes. Si le milieu le permet et si c'est une remise en état sur un certain linéaire assez important, bah là je peux faire appel aussi à une pelle mécanique. D'accord. Et pour la partie, fagot, c'est quelque chose que tu récoltes en même temps que tu récoltes ton bois, sur les extrémités ou est-ce que ça demande une gestion, carrément différente? Non, alors en fait, quand on a à faire le bois de chauffage, on manipule forcément les branches. Et donc en fait, l'idée, elle est de placer directement les branches en andin. Après, on a une fagoteuse qui se met derrière notre tracteur, qui est une fagoteuse hydraulique. Et il y a un système de berceau et on fabrique nos fagots un par un, quoi. Et donc ça, c'est les fagots pour le four à pain? C'est pour le four à pain, ouais. Pour le four à pain, on chauffe, on est essentiellement sur du fagot de frêne et du peuplier, parce qu'on a beaucoup de peuplier aussi, mais c'est du peuplier hybride qui a poussé un peu plus en spontané, en fait, qui a une durée de vie relativement faible et en général, dès qu'il y a des coups de vent ou il a très peu de racines, donc souvent il se dessouche ou alors il casse. Celui-ci, je le récupère aussi pour le four à pain, quoi. Ce serait intéressant d'avoir une idée de volume, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire combien de fournées, tu fais par semaine ou par an? Et quel volume de bois, tu as besoin pour en gros faire tourner un atelier de boulangerie? C'est simple, nous on est à peu près 150 kilos de pain par semaine, donc ça veut dire, moi j'ai un four de 50 kilos, donc je fais trois fours dans la semaine, un four le jeudi, deux fours le vendredi. Si je veux être complètement autonome et tourner qu'avec des fagots de frêne, il me faut environ 400 fagots, quoi. Et en plus, voilà, c'est à peu près ça, ouais. Donc c'est des fagots, faut les imaginer, ils font 1 mètre de long sur 50, sur un diamètre de 50, quoi. C'est un vieux four qui a été conçu pour, tourner avec des fagots, à la base? Alors c'était des fours moi je l'ai remodifié, ce four-là, mais à la base c'était des fours qui servaient pour le four à pain, bien sûr, et puis autres cuissons, mais il avait une voûte assez haute parce qu'il servait aussi essentiellement pour le chanvre. On avait beaucoup de culture de chanvre ici, pour tout ce qui était textile et corderie. C'est intéressant parce qu'en fait, jusqu'à il y a quelques années, on aurait pu avoir cette discussion et surtout penser, peut-être à la qualité de la cuisson derrière, au goût que ça peut donner au pain. Mais en fait, depuis ces dernières années où on parle beaucoup, enfin, surtout depuis la guerre en Ukraine, où on parle de la flambée des prix de l'énergie, il y a souvent des articles sur, les boulangers et les difficultés qu'ils rencontrent. Donc toi, quelque part, c'est devenu un vrai levier d'autonomie, énergétique, mais du coup économique aussi. Moi, de toute façon, ça a été une des matrices de l'installation, c'est d'être autonome. Je parle pas de l'autarcie, mais vraiment d'être autonome. Et donc forcément, le bois et l'arbre fait partie essentielle de l'exploitation, quoi. Sur les 6 hectares que j'ai qui sont hors d'eau, là, que je parlais dans notre superficie, là, par contre, on a fait aussi de l'agroforesterie. Donc là, on a replanté 400 arbres, quoi. Mais là, c'est du linéaire, quoi. OK. On va revenir à cette plantation-là. Juste pour finir sur la partie, fagots. En gros, les fagots, tu les récoltes, donc plutôt l'hiver, on a dit, puisque c'était plutôt les tailles pour, le bois. Ouais. Et ensuite tu vas les faire sécher, combien de temps? Où est-ce que tu vas les stocker? Enfin, comment ça se passe du moment de la récolte jusqu'à ce que tu t'en serves dans ton four? Ouais, c'est là où c'est de la manip aussi, là, donc du coup, en fait, je ramène les fagots autour du fournil parce qu'en fait, nous, on a toujours le risque d'inondation, donc en fait, on laisse jamais du bois dans les haies ou dans les prairies, quoi. Risque qu'on inonde et que ça emmène tout le bois, donc en fait, on ramène ça sur des parties hautes. Donc moi, là, autour du fournil. Et c'est stocké et en fait c'est utilisé. Je peux utiliser grosso modo un fagot au bout de 6-7 mois, quoi. D'accord. J'attends 6 mois de séchage, quoi. Et toute cette manutention, donc une fois que tu as tes fagots avec la fagoteuse, ça se passe comment, en fait, pour bouger tous ces volumes de bois? Et ben ça à la main, sur une remorque, voilà, ça ressemble à des petites bottes, en fait, comme si on manipulait des petites bottes de foin, quoi, hein. Et on ramène ça, ouais. C'est quelque chose d'important dans le sens où c'est ce qui crée aussi notre autonomie, quoi. On a suffisamment d'arbres pour pouvoir être autonome avec les fagots qu'on fait, quoi. Alors bon, on l'a déjà un peu mentionné, mais il y a cette partie, affouragement des brebis, l'été, notamment avec du frêne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire, à ce moment-là, est-ce que ça recouvre, la totalité de leurs besoins? Est-ce que c'est toujours un complément?
Alors c'est toujours en complément, mais ça couvre bien leurs besoins dans le sens où, surtout avec les coups de chaleur qu'on a de plus en plus fréquents, on voit bien que la brebis, moi, elle chôme, elle a un temps de chôme, donc de pause en fait dans la journée quand il fait chaud, où elle va pas se mettre à pâturer, elle reste à l'ombre et puis elle va recommencer à pâturer donc tôt le matin et tard le soir. Donc ça lui nécessite de trouver pour se remplir. Pour se remplir la panse, il faut qu'elle arrive à trouver une alimentation qui soit un encombrement relativement rapidement. Et c'est ce que donnent les feuilles, c'est qu'elle a besoin de faire peu de... Quand je leur coupe, en fait, elles ont besoin de faire peu de distance pour trouver ce qu'il leur faut à manger et arriver à une satiété relativement vite, quoi. Et ça, le frêne pour ça est assez impressionnant dans le sens où elles peuvent en manger quotidiennement. Il n'y a aucun risque de motorisation ou de choses comme ça, quoi. Donc comment est-ce que, tu as réussi à intégrer l'arbre dans ton système pastoral, plus global, et dans le mouvement des animaux de parcelle en parcelle? Et ben, en fait, donc nous, comme on disait, on est toute l'année, en fait, nos brebis sont dehors. Le mode de pâturage, en fait, on a été aiguillé. Le mode de fonctionnement, il a vraiment été aiguillé par l'association Pâturagistes, en fait, donc c'est des rencontres nationales 2 fois par an, et on parle de nos pratiques en fait autour de l'herbage. Et en fait, l'idée c'est de créer alors pour faire simple un peu du report sur pied. Donc c'est en fait essayer d'avoir toujours de la matière au niveau de nos pâturages. Donc en fait, arrive l'été forcément, on subit forcément aussi comme tout le monde les hausses de température, et il se trouve que là on a moins de fourrage ou d'herbes disponibles, pardon. Donc là, c'est là où le levier avec les ligneux, donc avec les arbres, prend tout. Mais quand je dis ligneux, en fait, il n'y a pas que l'arbre aussi. Il y a les ronces, parce qu'en fait, c'est un milieu qui s'est fermé, donc elle pâture aussi énormément de ronces. Et tout ce qui est aubépine et frêne. Donc, moi, quand arrivent les températures un peu plus importantes, c'est là où je peux jouer avec le milieu plus fermé de l'île, qui est plus un milieu, on va dire, forestier, et jouer avec ces lignes, quoi. Donc au final, toi, dans ces parcelles-là, de toute façon, les animaux ont accès à des ligneux, d'eux-mêmes puisqu'ils arrivent à juste se servir. On va penser à la ronce et tout ça, et après toi, tu vas venir, tu vas tailler des arbres pour leur amener. En fait, c'est juste pour leur rendre accessible ce qui ne l'est pas, quoi. C'est moins ce côté de gérer, quand est-ce qu'elles y ont accès ou non. En fait, c'est juste que dans ces parcelles-là, de toute façon, elles sont très focalisées ligneux. Elles sont de toute façon très focalisées ligneux. Est-ce que tu as d'autres parcelles où tu as des trognes, qui sont plus en hauteur, au-dessus de pâturage, et où justement tu vas venir et à certains moments de l'année leur donner accès en coupant les branches? Oui, 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 parce qu'en fait, c'est aussi ce qui me permet d'entretenir les haies et les clôtures. Donc, l'idée, elle est forcément, ce n'est pas ciblé que sur la période où je les emmène sur l'île, en fait, hein. C'est aussi suivant ce que j'ai comme disponibilité, comme affouragement avec les arbres sur mes parcelles, quoi. Mais du coup, ça intervient, à quel moment dans l'année? Parce qu'on a bien compris que, la manière dont tu gères, l'île embroussaillée, c'est plutôt le mois d'août. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des parcelles où tu vas aller couper, des trognes plus tôt dans l'été? Non, j'évite de couper trop tôt parce que j'ai toujours l'appréhension de faire subir des choses sur l'arbre et qu'il ne puisse pas repartir derrière. Parce que c'est intéressant, vu que toi, tu as vraiment une parcelle ligneux, je suppose que, bah, les comportements et les temps de repos sont pas du tout les mêmes. Donc toi, la manière dont tu simplifies ça, c'est qu'en fait, tu as cette parcelle-là où de toute façon, elles y ont pas accès avant la fin d'été, et là, tu estimes que, bah, là, il y aura pas de surexploitation de la ressource puisque les ligneux ont eu le temps de faire des réserves, quoi. Voilà, parce qu'en fait, la gestion alors, le ligneux pour ça est quelque chose d'exceptionnel, hein, d'un point de vue de quantité de fourrage que ça peut représenter. Mais par contre, ça gère complètement différemment forcément que de l'herbe, quoi. La capacité de ressources n'est pas aussi réactive que de l'herbe, donc il faut y faire attention, quoi. Et donc, enfin, toi, en y faisant attention, c'est-à-dire, on leur donne pas accès, pour la première partie de l'été, et ensuite on leur donne accès. Est-ce que
elles ont accès de nouveau à l'automne? Est-ce qu'il y a un retour ou est-ce qu'en fait c'est un prélèvement unique dans l'année? Non, non, ça va être un. Il y a aussi du retour. Il y a rien du tout de figé par rapport à ma. Je peux y aller dès juillet. Alors en plus, je suis tributaire de la Loire, donc ça dépend si je décide de les passer en bateau ou pas. Mais souvent, en fait, je les passe à pied, donc c'est-à-dire sur les grèves. Donc c'est que une zone on a un bras qui s'ensable complètement. Et là, ça me permet de passer sur l'île. Donc suivant les températures et suivant les besoins que je trouve à mon troupeau, je peux les amener plus tôt quoi sur l'île aussi quoi, dans ces endroits-là. Mais disons que le prélèvement par les brebis, elles vont quand même manger du ligneux sans que j'aie besoin d'aller en couper. Et c'est à partir de, là par contre c'est moi qui décide de venir entretenir telle frêne ou parce que j'ai une vision de vouloir faire du plessage à des endroits bien particuliers sur l'île ou pas que sur l'île d'ailleurs et là je vais commencer à les couper ouais à partir de la vers la fin août quoi, mi-août pour commencer pour que les brebis elles bénéficient aussi de ces feuilles là quoi que je coupe quoi. Parce que ton objectif pour cette parcelle-là, à terme, c'est de la garder en milieu fermé, boisé, ou est-ce que c'est plutôt de l'ouvrir pour amener une strate herbacée? Enfin, quels sont tes objectifs de gestion au moyen long terme? Eh ben, je dirais les deux. Enfin, dans le sens où je veux pas du tout réouvrir le milieu. Je veux par les ruminants de toute façon ça va amener. Moi je le vois en très peu d'années déjà comment ça a pu évoluer. C'est-à-dire que la stratégie herbagère elle s'est quand même installée sous bois par l'action des ruminants quoi. Mais l'idée, non, c'est de garder ce milieu fermé avec ouvrir quelques petites clairières, mais plutôt avoir cette ambition de garder ces arbres-là un maximum pour prévenir, pour avoir ce stock de fourrage sur pied, quoi. Et je me demandais, vu que tu es sur une île, une fois que tu coupes des branches et que les brebis ont mangé les feuilles, comment est-ce que tu gères cette biomasse, toutes ces branches? Alors après, en fait, ça me permet de faire des fagots. D'accord. Mais tu as accès en tracteur à l'île alors? Oui, oui, j'ai accès l'été, quoi. Si le niveau de la Loire est relativement bas, ouais. Donc après, tu as la même gestion en fait que pour tes fagots plus globalement. Enfin voilà, tu ramasses ces branches et puis. Voilà, j'ai pas pour l'instant. Enfin, je me pose la question, mais je suis pas encore au stade à faire parce que je pourrais très bien aussi faire des fagots avec les feuilles pour pouvoir les redonner aux animaux l'hiver, quoi. C'est-à-dire que je pourrais faire du foin entre guillemets avec mes feuilles de frêne. Je suis un peu dans cette idée-là, mais pour l'instant, j'en ai pas la nécessité forcément du fait que j'ai toujours du foin, moi. J'ai plus de foin que j'ai besoin, quoi. D'accord. Et ça te paraîtrait intéressant en termes de temps de travail, enfin, ou du moins réaliste, de partir sur du foin en fagot? Je pense que c'est réaliste parce que ça va poser question aussi par rapport à, mine de rien, à toute cette énergie pétrolière là qui va exploser. Et moi, si ça permet de faire moins de tracteurs, c'est-à-dire de faucher moins de surface et d'aller sur un système comme ça, pourquoi pas, ouais. Et du coup, dans les parties qui sont pas refermées, dans les pâturages ou dans les parcelles qui sont plus ouvertes, où tu as de l'herbe de manière prédominante, est-ce qu'il y a eu un besoin de ramener davantage d'arbres ou est-ce que finalement l'existant était suffisant pour les objectifs que tu avais en termes d'ombrage ou de complément de fourrage? Sur la partie île en tant que telle, l'existant est suffisant. Par contre, sur les autres parcelles, je suis toujours dans l'objectif de replanter des haies, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as commencé à faire? Alors, il y a une parcelle, celle qui est hors d'eau, les 6 hectares qui sont hors d'eau, qui appartiennent à Terre de Liens. Sur ces terres-là, on a fait de l'agroforesterie. Donc, on a replanté environ 400 arbres en linéaire, ce qui nous permet de faire des cultures ou du foin entre les arbres, quoi. Donc là, on est carrément sur un autre système, c'est vraiment, voilà, de l'intraparcellaire avec de la culture entre. Est-ce que ça, c'est quelque chose, en tant que producteur de céréales, enfin, ça te paraît, attrayant? Enfin, je suppose que oui, sinon tu l'aurais pas fait, mais disons que, pourquoi est-ce que tu l'as fait?
Et aussi peut-être, est-ce que tu vois des contraintes qui sont différentes qu'avec les animaux? Enfin, je suis curieux de voir, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de systèmes avec l'arbre autour de l'animal, ce que tu as aussi, et ce qui a l'air de bien marcher. Par contre, les systèmes, on va dire, d'intraparcellaire avec de la céréale, ils sont plus rares et je suppose qu'il y a des raisons pour ça, quoi. Oui, alors nous, on est parti sur ce projet d'agroforesterie parce il y avait aussi un état des lieux qui était que la terre qu'on a récupérée était dans piteux état. Pour redynamiser les sols, les arbres nous semblaient essentiels. Donc en fait, on est parti sur cette logique-là aussi. Mais en aucun cas, elle gêne pour le système culturel, quoi. Parce que ces arbres, vous les avez plantés quand? On les a plantés c'était en 2013, il me semble. Ouais. Il y a une dizaine d'années, quoi. Oui, donc déjà, tu commences à avoir un retour avec des arbres qui ont déjà une certaine taille, quoi. Peut-être qu'ils sont pas énormes, mais c'est pas comme si c'était planté l'année dernière, quoi. Non, voilà, oui, oui, oui. Et alors, tu vois pas d'effet négatif à ce niveau-là en termes de compétition racinaire ou même de compétition pour la lumière. Enfin, globalement, tu es satisfait de la cohabitation entre les arbres et la culture. Ah oui, 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 oui. Bah, de toute façon, ça reste très simple dans le sens où c'est linéaire. Donc, en fait, on travaille par bande. C'est des bandes de 20 mètres, hein, grosso modo. L'idée, en fait, elle est pas on gardera quelques arbres, on va dire des arbres en fût. Et l'idée, elle est aussi de repasser des arbres en tétard aussi, quoi. Avec un objectif de récolte de biomasse aussi, quoi. Avec un objectif de récolte de bio. Alors au départ, en fait, ça serait, on verra bien l'évolution de la parcelle, mais c'était aussi l'idée d'amener du BRF directement sur le sol. Donc en fait, ça permet d'avoir ça directement sur place. Et on peut imaginer aussi demain, le fait dans nos rotations de pouvoir mettre des animaux et de se servir aussi encore une fois des têtards pour affourager les animaux, quoi. Et dans les parties, du coup, les parcelles qui sont pâturées, inondables, est-ce qu'il y a aussi eu de la plantation d'arbres ou là, en fait, il y avait enfin, je parle pas de la partie boisée de l'île, hein, je parle des autres parcelles qui sont ni celles que tu viens de décrire, ni la partie boisée. Est-ce que là, il y a eu aussi, le besoin de rajouter des arbres ou non? Oui, en fait, moi j'essaye de replanter un maximum d'arbres. Alors sur certaines zones, surtout pour recréer en fait des zones de refuge et pouvoir aussi, on va dire, casser les courants quand la Loire inonde, dans le sens où éviter qu'il y ait trop d'arrivées de différents dépôts que peuvent amener la Loire, donc des troncs morts qui souvent emmènent les clôtures, et puis cette idée de casser les courants, quoi, enfin qu'il y ait moins de vitesse d'eau, quoi, sur les terrains. Et comme ça se faisait à l'époque, en fait, le rôle des haies était aussi et avant tout pour retenir aussi le limon sur les terres, quoi. Enfin, ce qui est intéressant dans ta gestion de la ferme, c'est que clairement tu optimises très bien, les ressources ligneuses. Mais ce que je trouve, enfin, ce que j'aimerais bien te poser comme question, c'est est-ce que, tu t'y retrouves en termes de temps de travail, si on les met en rapport avec les revenus que, la partie élevage, par exemple, peut générer? Alors c'est sûr que nous, par rapport à notre petit élevage, aujourd'hui en fait, on passe une trentaine d'agneaux en découpe, qui est vendu en caissette. Et sinon en fait, on vend aussi des agnelles pour la reproduction, du fait qu'on est en solognote et c'est une race de conservation. Donc on arrive à valoriser notre élevage comme ça, quoi. Et donc en fait, j'ai vraiment l'impression que toi, la clé, de la réussite de ton système, c'est, la valeur ajoutée. Donc bien évidemment sur la partie pain, c'est bien connu que la boulangerie, on amène beaucoup de valeur ajoutée. Mais aussi sur l'atelier élevage, tu arrives à avoir un système, où, voilà, il y a une gestion fine et il y a du temps de travail, mais qu'on peut rémunérer grâce, à un marché un peu plus spécialisé, à de la qualité et cetera, de la vente directe. Voilà. Alors, en sachant que, enfin là, Étienne, je vais juste aussi parler du pain parce qu'en fait, même sur la valeur ajoutée, si elle est importante, enfin, réellement, si je faisais les calculs, tu sais, en fait, il faudrait mieux que j'achète de la farine que plutôt que je m'embête à faire des cultures, quoi. Dans le sens où, même si alors, je vais me faire des copains comme boulanger, hein, je veux dire, aussi en disant ça. Non, mais dans le sens où, tu vois, en fait, nous, on est que sur des vieilles variétés de blé, très peu riches en gluten, on a des faibles rendements.
En fait, si vraiment tu additionnais tout, le temps de travail, alors ça reste des céréales, donc je veux dire, tu sèmes et puis voilà. Mais malgré tout, d'un point de vue économique, quand tu vois comment tout est en train de brûler cher, c'est-à-dire au niveau pétrolier, quoi, aussi. Quand tu ramènes ça à l'heure de tracteur, sans compter ton temps, hein, mais en fait, la valeur ajoutée, elle n'est pas si importante que ça, quoi. Enfin, elle est importante dans la partie boulangerie, en tout cas, puisque c'est la partie production, en fait. Voilà, en fait, elle devient là où s'accumule entre guillemets le manque à gagner du reste, c'est parce que la valeur ajoutée, elle est plus importante sur la transformation de pain. Si tu le vois dans sa globalité, c'est-à-dire qu'entre du départ, hein, c'est-à-dire le SMI, enfin le temps de préparation, enfin tu vois, enfin si tu calcules tout, ton temps de travail, ton amortissement de matériel, tout ça, tu tapes aussi dans tout ce qui est valeur ajoutée, quoi. On entend souvent dire que la trogne, c'est absolument essentiel pour la biodiversité, parce que voilà, des arbres d'un certain âge accueillent plein d'insectes et plein de choses et plein d'êtres vivants. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as remarqué sur la ferme? Oui, et nous, on touche une importance à ça, en fait, sur le fait que le système agricole ne doit pas aller à l'encontre de l'environnement. Au contraire, il est là aussi et avant tout, je pense que la matrice, elle est là aussi sur le fait de vivre avec son milieu. Et nous, avec le réseau, je dis nous, mais avec le réseau Paysans de Nature, on essaye de faire en sorte de lier en fait le système agricole avec la protection de l'environnement, quoi. Et c'est quoi ce réseau alors? Comment il fonctionne? Alors c'est une association, c'est une toute jeune association qui est née par des paysans et des naturalistes qui essayent de lier l'agriculture avec la protection de l'environnement et de faire en sorte de se dire que c'est plutôt un atout qu'une contrainte. Donc voilà, donc on essaye de lier les deux dans notre fonctionnement, quoi. Et enfin, comment ça a changé d'adhérer à ça? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous étiez déjà en train de faire sur la ferme. Donc là, ça vous permet de faire quoi de plus, de vous organiser comme ça en association? Alors c'est une association nationale, ça permet déjà d'avoir des rencontres et puis d'essaimer et de faire en sorte de montrer que les deux ne sont pas incompatibles. Du fait qu'elles soient pas incompatibles, enfin, en écoutant comment ton système fonctionne, j'ai vraiment l'impression qu'il est basé sur la valorisation des ressources naturelles que vous avez. Le fait que vous ayez des terres inondables que vous faites pâturer. Enfin, il y a vraiment un côté où vous avez des terrains qui sont pas faciles de certaines manières ou qui rentrent pas dans le standard agricole de certaines manières, mais vous avez vraiment développé un système où vous valorisez au mieux les ressources de la ferme. Ben, en fait, je pense que c'est aussi le rôle de tout paysan, en fait, c'est de s'adapter à son milieu et pas d'essayer de le changer par rapport à une directive purement spéculative, quoi. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, quoi. Enfin, en fait, la paysannerie, c'est de s'adapter à son milieu, hein. Je vais pas les faire essayer de ressembler à la Beauce alors que j'ai un terrain qui ne correspond pas à ça, quoi. Eh bien Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de nous avoir expliqué comment tu valorises l'arbre de toutes ces manières sur ta ferme. Eh ben, merci Étienne et puis merci à tout le monde d'écouter ce petit podcast. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!